Bonjour à tous les amis de Rio. Un grand plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites à me demander de terminer de conclure vos journées. Euh, c'est l'occasion de continuer et de prolonger et d'actualiser un dialogue ininterrompu maintenant depuis des années avec mon ami Kanch de Lima, avec Fabio Motta et tant d'autres. Et donc, je me félicite pour ma part de ces relations qui sont très importantes, surtout à un moment qui est aussi préoccupant pour nous tous, beaucoup ici en Europe occidentale, en raison de la guerre en Ukraine et je dirais plus généralement, du retour de la perspective de l'épidémie, de la famine, de la guerre, de la désolation, qui est, comme on le sait en philosophie politique, une expérience absolument majeure. Alors donc, mon projet sera de partager avec vous ce qui est aujourd'hui le cœur de mes travaux. Le cœur de mes travaux, pour le dire, pour vous livrer tout de suite une clé de la raison de cette évolution, c'est que je, je préside actuellement la commission de réparation pour les victimes d'abus sexuels commis par des religieux catholiques en France, après avoir été membre de la commission d'enquête indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Et donc, je suis chargé de monter un programme de réparation, de justice restaurative dans un contexte aussi particulier, aussi terrible que les violences sexuelles commises par des religieux, par des prêtres sur des enfants et puis aussi sur des jeunes majeurs. Et ça me donne l'occasion de réfléchir de revenir, maintenant que je suis à la retraite, de revenir sur mon expérience de juge des enfants, où j'ai été juge de la famille et en fait, où j'ai exercé des fonctions atypiques comme toujours, je ne comprenais peut-être pas très bien théoriquement ce à quoi elles correspondaient, mais je les faisais parce que c'était ce qui m'était demandé par la loi de travailler à protéger des enfants en danger dans des familles en difficulté. Et puis, il y a aussi une troisième expérience qui est une expérience plus militante en Amérique du Sud, d'ailleurs principalement, mais aussi dans les Balkans et dans le monde arabe, qui est une expérience de justice transitionnelle. Comment imaginer des formes de justice dans des pays comme le Guatemala, le Kosovo ou le Liban, qui ont été déchirés par des années de guerre civile et d'atrocités de masse. Et donc, je voudrais commencer par un point qui me semble très important et qu'on a en commun, qui est une préoccupation méthodologique, épistémologique. Parce que nous sommes à un moment particulier de notre histoire, comme je le disais en commençant, à un moment particulier en raison de l'incertitude du monde, de réchauffement climatique, d'une transformation profonde de notre rapport au monde, et pas uniquement à la planète. Et donc, ça veut dire que ce moment dans lequel nous nous trouvons est aussi un moment sociétal où on voit bien que à travers des phénomènes comme MeToo, on est dans une réorganisation profonde des rapports entre genres, entre hommes-femmes, entre sexes. Et nous sommes aussi à un moment où nos ressources épistémologiques pour penser le droit et la justice sont aussi épuisées.
sont aussi en voie d'épuisement. C'est le cas, bien sûr, du positivisme juridique euh, pour pour les juristes, et c'est le cas aussi pour les sciences humaines et les sciences sociales. Donc, commençons par le droit. Le droit est en bout de technologie, je dirais, en bout de technologie à cause de la technologie précisément. Il est en bout de technologie parce que il a assumé le tournant positiviste maintenant depuis plus d'un siècle. Et ce tournant positiviste du droit qui a fonctionné pendant le XXe siècle. Il a été quand même sérieusement ébranlé par les crimes de masse, et notamment la Shoah et les génocides, où il s'est trouvé pris à dépourvu. Et puis aussi, plus récemment, il a été épuisé par le néolibéralisme et le mouvement du managérialisme, on pourrait dire, du management généralisé de tout, dans le sens où il a été processisé et il est guetté par ce que j'ai appelé un devenir système du droit, le devenir systémique. C'est-à-dire que ce droit qui reposait sur un équilibre dont une partie de cet équilibre lui était caché aux juristes, euh, et il a été poussé par le néolibéralisme se prétendant être un process beaucoup plus efficace que le droit, et on a vu les règles organisationnelles se substituer aux règles juridictionnelles, aux règles juridiques. Dans le fond, le néolibéralisme, c'est une immense défaite du droit. Une immense défaite du droit, peu visible, parce qu'il a peut-être le droit avec l'économie ont contribué à déshistoriciser notre rapport au monde, mais de, ce mouvement de réduction du droit à des règles, à des normes, à des guidelines, à des manières de faire, a été poussé à un point encore beaucoup plus extrême par le numérique. Le numérique est un phénomène où ce n'est plus le devenir système, mais c'est le devenir monde. C'est le devenir nombre, pardon, le devenir nombre. Et dans mes derniers livres, avec Jean Lassègue, on a travaillé sur ce qu'on a appelé un mouvement de déspatialisation du droit. Déspatialisation du droit, ça veut dire que euh, on découvre que la garantie ultime d'un système normatif, c'est l'espace. Et c'est bien l'espace qui est expulsé du droit par le numérique reposant sur une légalité qui n'est plus spatiale, mais qui est une légalité du calcul exclusivement. Je ne vais pas insister, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir ce à quoi on assiste finalement aujourd'hui, c'est que ce devenir nombre, cette légalité totalement coupée du monde, du numérique, pousse à des utilisations non prévues et non contrôlables. C'est l'immense phénomène de la weaponization, c'est-à-dire du devenir arme de toutes les techniques numériques. Et donc, on voit que le droit est à la peine, le droit est en difficulté sur des domaines aussi fondamentaux que les relations internationales, le droit international, le droit de l'espace. Le droit de l'espace aérosatellitaire est en fait en voie de dérégulation totale. Mais cet épuisement du droit positif, du positivisme juridique, est en quelque sorte relayé par une autre crise qui est une crise des sciences humaines, une crise des sciences humaines, d'une crise des sciences humaines parce que elles aussi
ont été réduites à une quantification de la recherche, evidence-based medicine, evidence-based anthropology, finalement, là aussi, c'est la quantification qui va être la source de légitimité ultime, donc une anthropologie physique et des querelles à n'en plus finir entre une anthropologie prétendument plus scientifique que l'autre parce elle est physique et elle est fondée sur une accumulation et une catégorisation de la description du monde et d'une société soit exotique, soit proche, mais regardée sous l'angle de la toujours sous l'angle des sciences sociales qui se veulent de plus en plus scientifiques. La voie avait été un peu ouverte par Bourdieu, et le cas de Bourdieu est intéressant parce que cette, cette, cette ambition de ressembler aux sciences de la nature, d'une science pure, d'une science exacte, s'accompagner d'une théorie de la domination. Dans le fond, en même temps qu'il y a cette extrémisation de la méthode, la science des chiffres pour comprendre le monde symbolique, ce qui est un peu un paradoxe, eh bien, on voit en même temps une théorie de la domination, c'est que la vérité implicite des rapports sociaux, ce sont des rapports de pouvoir, et donc ce sont des rapports de pouvoir qui vont résumer et qui vont exclure toute autre dimension. Et c'est là où il me semble qu'il y a un véritable problème sur lequel je vais revenir dans quelques instants, parce que ce prisme de la domination, bien sûr exact, bien sûr vérifié dans la pratique, il n'est pas le bout de l'histoire, il n'est pas la fin du chemin. Il est une étape dans notre compréhension du réel, mais qui ne doit pas devenir l'alpha et l'oméga des relations sociales, sauf à appauvrir terriblement notre compréhension du réel. Alors, je pense, et je m'en expliquerai dans un instant, que ce qui est important, c'est de comprendre cette théorie de la domination, de la rapporter à une conception, à une réflexion sur l'institution du social, l'institution de la société, l'institution imaginaire des institutions, dit Castoriadis dans une formule extraordinaire et très frappante. Alors, je voudrais vous proposer une explication, une approche, une théorie non idéale de la justice. Une théorie non idéale de la justice, c'est un terme bien sûr que je reprends à Rawls, mais dans un sens beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus pratique que Rawls. Rawls, quand il veut dire une théorie non idéale de la justice, ça veut dire qu'il faut prendre en compte que les hommes sont des hommes qui trichent et qu'ils ne respectent pas les règles, mais il reste dans un paradigme économique, dans le fond, et dans un paradigme sur laquelle que je combats, c'est-à-dire qu'il présuppose que des hommes existent et que des sociétés existent indépendamment de la justice. La justice vient après. La justice vient après comme une théorie de redistribution des biens, des honneurs et des statuts, mais du déjà existant. Sur du déjà existant, et donc il manque cette dimension qui me semble importante, qui était la dimension précisément de l'institution, c'est-à-dire que moi je suis dans pleine élaboration d'une réflexion sur la justice au cœur même du processus d'institution du social. Il y a cette fameuse tension dans les sciences sociales qui est une tension insoluble, et qui est est-ce qu'il y a une institution politique
social ou une institution symbolique du social. Qu'est-ce qui est le premier du politique, donc de la domination, ou de l'institution, donc du symbolique? Et je ne rentrerai pas, bien sûr là-dedans, mais je voudrais insister sur l'idée que comment, comment euh, comment sortir du positivisme? Eh ben, on sortira du positivisme à condition d'ouvrir l'obturateur. Et c'est pour ça que je propose une démarche d'anthropologie philosophique. C'est-à-dire, l'anthropologie, c'est trop séparé de la philosophie à cause de cette prétention à la scientificité ou la sociologie du droit. Et donc aujourd'hui, une théorie non idéale de la justice est une théorie qui va s'attaquer au problème de l'institution, au-delà de la domination, et c'est une anthropologie qui va renouer avec la tradition philosophique, parce que euh, euh, la tradition philosophique, et pour entrer dans cette problématique d'anthropologie philosophique, je vous propose une opposition entre l'avoir et l'être. C'est-à-dire que nous sommes en présence d'un droit qui, pour des très bonnes raisons, a pensé pouvoir résoudre les problèmes ontologiques par une quantification, une formalisation des rapports sociaux, par une substitution d'une logique formelle à un problème existentiel, un problème ontologique. Alors, c'est dit comme ça paraît être extrêmement ambitieux. Ça l'est d'ailleurs un peu trop pour moi, d'ailleurs, pour mes faibles épaules. Mais je vais vous proposer de reprendre cette hypothèse entre l'avoir et l'être. Ce serait plus exact de dire entre l'avoir et le non-avoir, entre l'avoir et la formalisation juridique et son autre. On dirait en français, dans les langues latines, ça marche, mais c'est plus difficile à dire en anglais. Alors, ça veut dire que euh, se représenter le droit et le social, dans le fond, comme une polarité, comme une tension entre deux pôles, la réalité de l'effectuation des rapports sociaux et leur institution symbolique, leur point aveugle, sur lequel va beaucoup insister un anthropologue français qui est mort il y a quelques années, mais que je relis beaucoup, Marcel Hénaff. Marcel Hénaff sur le prix de la vérité, où il dit il y a cette dimension de la dette symbolique, de la dette d'existence, qui n'est pas réglée par la forme, une polarité entre, d'une part, la réalité des pratiques sociales et leur autre, avec un grand A, et puis on pourrait faire une réflexion sur l'histoire de la justice, et on pourrait transposer d'un point de vue philosophique, la raison instrumentale et son lien avec le monde. Et là, j'ai été surpris de découvrir une richesse philosophique sur la justice sur les rapports entre la justice et le droit, extraordinairement féconde. Et je partirais bien sûr de Husserl, son livre Crisis sur la crise de la conscience européenne, qui remonte avant la Renaissance. Finalement, Husserl dit, sur la science, je vais aller très très vite, comme d'ailleurs pendant toute cette conférence, je suis obligé d'aller très vite parce que je cherche plutôt à brosser, à ouvrir une pensée qui est en train de devenir une pensée close, hein, de l'ouvrir avec une problématique de l'être.
cette problématique de l'être en droit, de l'être du droit, ou cette ontologie de la justice, comme vous voulez. Alors, Husserl dénonce la crise. Il écrit ça, c'est publié en 1938. En fait, ça a été publié de manière posthume. C'est une série d'articles où il dit on a perdu la pensée instrumentale, la science se prend finalement comme étant solitaire et en oubliant son origine et son lien au monde et en se prétendant capable d'organiser les rapports humains et de leur donner du sens toute seule. Et bien sûr, il combat cette idée. Il combat cette idée et, me semble-t-il, il faut revenir à la Grèce, il faut revenir à quelque chose de plus fondamental. J'ai été très, très intéressé, et ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'une conférence en soi d'un auteur comme Heidegger. Heidegger, qui, je vous le rappelle, qui était euh, comment dirais-je, l'étudiant de Husserl à Fribourg, et Heidegger, dans beaucoup d'endroits de son œuvre, va réfléchir sur une véritable ontologie de la justice. Et c'est peut-être celui qui a poussé le plus loin cette réflexion en revenant à la Grèce, en revenant à la Grèce. Et c'est extrêmement intéressant, c'est en même temps extrêmement ambigu, comme souvent chez Heidegger, il y a beaucoup de critiques à en faire, mais justement, c'est par cette critique qu'on va pouvoir avancer. Donc, mon hypothèse, c'est que la perspective de l'être, de la justice, son lien avec l'être, avec le monde, c'est le pôle oublié, réprimé de la tradition juridique occidentale. Elle s'est engouffrée dans une perspective centrée sur l'avoir, comme en témoigne la balance, ou la justice distributive, ou la justice correctrice aristotélicienne, qui sont déjà une option prise dans cette polarisation et qui va aller jusqu'à exclure ce pôle ontologique. Par exemple, beaucoup d'auteurs, je pense à Schiavone pour le droit romain, je pense aussi à Ricoeur, insistent sur l'idée que la justice naît avec la monnaie. Naît avec la monnaie parce qu'elle naît quand il est possible d'avoir un système symbolique qui permet de quantifier les rapports sociaux et de se substituer aux apories de l'ontologie, aux apories de l'être, quelqu'un qui a tué des gens de la même cité, parce que tuer l'ennemi, c'est jamais un problème, mais tuer un ami par mégarde ou par volonté méchante, criminelle, violente, eh bien ça c'est un problème et on ne pourra en sortir de cette aporie de la mort, d'une aporie qui est scellée par la mort de la victime, on ne peut en sortir que par une quantification et qui sera proposée par la monnaie et c'est la composition pénale, c'est énormément de pratiques dont va naître la justice moderne capable de mesurer et cette association du droit à la mesure, encore une fois, manifestée par la balance, elle est absolument centrale. Pour le dire autrement, il me semble on ne sortira des apories du temps présent qu'en retrouvant ce que Merleau-Ponty appelait la métaphysique dans l'homme. Parce que le piège, bien sûr, c'est le piège du droit naturel. Le droit naturel, c'est un droit qui nous dispense d'avoir à penser la justice parce qu'il faut se revenir à un ordre établi par le cosmos ou pensé par Dieu. Et donc, il faut en revenir à quelque chose d'ailleurs assez intuitif du sentiment intime de justice qui viendrait équilibrer les excès du droit à travers l'équité.
Alors, qui est d'ailleurs une tradition d'Aristote à saint Thomas. Mais je ne prends pas du tout cette voie. Je prends une voie différente qui se concentre sur la question de l'institution. Je pense notamment à Merleau-Ponty ou à Claude Lefort, qui vont penser la question de l'institution, encore une fois, cet article magnifique que je vous recommande d'ailleurs sur la métaphysique dans l'homme. Et le faire pour penser notre moment particulier, le moment qui est le nôtre, c'est un moment de crise. Nous sommes toujours dans la crise de la pensée européenne, occidentale, et nous allons, comment dirais-je, les philosophes, les anthropologues, les juristes doivent être au rendez-vous de leur société et non pas dans l'entre-soi universitaire et académique. Alors, deux derniers auteurs qui me semblent essentiels. C'est Paul Tillich, qui est un philosophe allemand qui était enseigné à la théologie. C'était un théologien aussi, mais il a une il a une théologie qui est très séparable de sa pensée philosophique. Il a écrit un livre majeur pour moi, Love, Power and Justice, hein, l'amour, le pouvoir et la justice, qui me semble tout à fait séminal et intéressant et plein de ressources aujourd'hui. C'est un livre qui a été écrit dans les années 50-60 aux États-Unis, Tillich ayant quitté l'Allemagne, alors qu'il n'était pas juif, par solidarité avec les victimes du régime nazi. Je convoquerai un deuxième auteur qui me semble très intéressant, qui est Marcuse, Herbert Marcuse, dans L'homme unidimensionnel, qui me semble être la critique la plus profonde, finalement, qui a été faite, et la plus philosophique qui a été faite au néolibéralisme. La numérique n'existait pas encore. Qu'est-ce que dit Marcuse? Marcuse dit il y a une expérience du négatif qui manque. Le néolibéralisme évacue la question du négatif. Et comme il évacue la question du négatif, il évacue la question de la destruction, de la destructivité. Dieu sait si nous avons des exemples aujourd'hui ce négatif du monde, de la destructivité lente de l'homme par son action qui détruit le milieu dans lequel il vit et qui est indispensable à sa vie, jusqu'à la destructivité d'un régime néo-autoritaire, néo-autoritaire, totalitaire, mais dans une forme version 21e siècle, incarnée par Poutine, et puis par des gens qui me frappent. Je suis tout à fait sensible à la tendance aujourd'hui les universités, les campus occidentaux à se remettre en cause, ce qui me semble être le fondement critique de la raison et de la pensée, en même temps que il faut être capable de résister à ces adversaires de l'Occident, qui sont des adversaires des Lumières, qui sont des adversaires de la justice et de la démocratie. Bon, ceci est une autre affaire. Alors, voilà, ce que nous disent les Grecs, c'est que il faut revenir à des partitions fondamentales que documente la philosophie, qu'enrichissent, que problématisent la philosophie, pour se sortir de la crise actuelle du positivisme, qu'il soit juridique ou qu'il soit en sciences. Cette tension entre eux, c'est comme ça que c'est formulé par Heidegger, entre Dike et Techné, entre
Dike, c'est la justice fondamentale, celle qui existe avant de pouvoir s'exprimer. Et Techné, c'est la raison instrumentale qui met en forme qui met en forme dans des règles, qui met en forme tout court cette intuition. Et donc, je voudrais très rapidement en quoi pourrait consister cette théorie non idéale de la justice. En quoi elle aiderait les anthropologues ou les acteurs de la justice et de la justice restaurative à mieux comprendre ce qu'ils font ou ce qu'ils cherchent. En ce qui me concerne, soit justice restaurative, justice transitionnelle, justice transformatrice aujourd'hui, transformative justice en anglais, qui expriment cette même recherche. Ça veut dire chercher la justice au cœur de ce qu'il engendre. Chercher la justice au cœur de ce qu'il engendre, et je dirais 4 caractéristiques pour aller vite. Première caractéristique, c'est une justice qui va chercher à ce qui doit être pensé au cœur de relations fondamentales, au cœur de l'originaire. Alors, c'est le terme central de la phénoménologie, mais et qui va être difficile à traduire et qui, comme tout ce qui est difficile à traduire, ça montre une certaine fragilité. Je dirais que qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a constaté dans le XXe siècle? On a constaté l'effondrement de la loi positive dans le totalitarisme et dans les atrocités de masse, c'est-à-dire d'une relation politique qui se retourne contre elle-même, on pourrait dire. C'est la différence avec la dictature ou la tyrannie, qui est une suspension de la loi. Ce qu'ont été les violences de masse, c'est une violence par la loi. C'est une délinquance du tiers de justice qui prête sa main à la déportation, au meurtre, à la persécution d'une partie de la cité, d'une composante de la communauté politique. Donc, il y a un paradoxe plus profond que celui de la perversion de la loi et donc de la perversion de la justice, qui, par son négatif, par sa destructivité, doit nous amener à repenser la justice. Si on se retourne du côté de MeToo et des affaires de viol qui préoccupent tant nos concitoyens et nous-mêmes, eh bien, on a l'idée que il y a la destruction d'une relation qui est à la fois une relation indispensable, c'est-à-dire que, et c'est tous les problèmes du féminisme aujourd'hui et du combat des femmes, elle dénonce tout à fait à juste titre les violences dont elles sont l'objet, mais quelle est l'étape ensuite? Comment réintroduire la justice? Et euh, elles disent à la fois la justice ne s'est pas occupée de ces violences sexuelles, de ces violences de l'intime, et quand elle fonctionne selon ses canons ordinaires, c'est-à-dire les canons procéduraux, c'est pas tellement plus satisfaisant. C'est-à-dire qu'il y a un effondrement de l'institution judiciaire et ce sur quoi va beaucoup insister Judith Butler aux États-Unis, mais et d'ailleurs de manière que j'ai trouvé un peu surprenante par certains côtés, c'est que euh, euh, on n'est soi qu'à travers les autres. On accède à soi qu'à travers les autres, qu'à travers autrui. Vieille idée qui n'est pas du tout propre à Judith Butler, mais qui montre que la justice, c'est de se retrouver
être auprès de soi à travers les autres, dit Hegel. Et il dit les relations amoureuses, l'amour est nécessairement toute illégalité, est en dehors de la légalité. Alors, on voit ce problème des attentes de justice sur les violences sexuelles, qui sont des attentes de justice paradoxales, parce qu'elles réclament justice, elles réclament l'intervention du politique en dénonçant le féminicide, la violence conjugale, tout à fait, encore une fois, à juste titre. Donc, elles demandent une intervention politique, mais sans que cette intervention politique soit associée à une norme morale, à un ordre patriarcal. Parce qu'au contraire, il faut mettre fin à cet ordre patriarcal. Donc, ce n'est pas du tout une demande de justice, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix, ne vous intéressez pas à moi, ça c'est le privé. Ça c'est le privé. Laissez-moi conduire mes affaires comme je l'entends, par une liberté qui suppose un sujet autonome. On l'a suffisamment reproché dans les théories juridiques de l'autonomie de la volonté en matière contractuelle, etc. C'est-à-dire, n'intervenez pas dans le commerce avec les autres que moi, qui n'intéressent que moi. Ce n'est pas du tout ce qu'on entend aujourd'hui de la part des féministes. On entend intéressez-vous, protégez-moi pour me retrouver moi-même sans réintroduire un ordre patriarcal et social que je réprouve. Donc on demande, si on va un petit peu plus loin, on demande une dissociation entre l'ordre social, qui est nécessairement hiérarchique, c'est là où on retrouve l'anthropologie, qui est nécessairement hiérarchique, parce que c'est un tout ordre, c'est l'intégration dans un tout avec un sommet, même si je pense à Pierre Clastre et puis aux guerres pour qu'il n'y ait pas de sommet, mais c'est tout. L'anthropologie a beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, mais donc pas d'ordre social au nom d'un ordre politique abstrait. Égalité radicale, absolue, légitime entre l'homme et la femme au nom de sa dignité humaine et sa dignité de sujet de droit. Ce qui pose un véritable problème, qui est le problème de qu'est-ce qu'on fait de MeToo, qu'est-ce qu'on fait de cette dénonciation d'un monde comment dirais-je, toujours sous emprise du grand récit masculin. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette fin du grand récit masculin? Est-ce qu'on va lui substituer le grand récit féminin du monde? Ou est-ce que on ne va pas essayer de penser la démocratie différemment et la penser sur le modèle non plus d'un ordre figé, mais d'un ordre qui va être animé en quelque sorte par l'interlocution, par la confrontation des récits, par l'écriture d'un récit en commun, avec ses accords et ses désaccords. On pourrait penser aussi à toute la question postcoloniale qui est très importante chez nous en Europe occidentale et notamment en France. Hein, la question du racisme et la question de nos États qui sont fondés dans la violence et qui sont fondés comme tous les États, d'ailleurs, comme tous les États, ce que rappelle Hannah Arendt, hein, mais qui sont fondés sur un génocide et l'esclavage, comme les États-Unis, ou nous, une prospérité qui est fondée sur la négation de l'autre pour un peuple qui se voulait universaliste comme la France. Et donc, comment est-ce qu'on va régler l'intégration de cette différence, cette altérité, dans une même communauté politique? Et j'ajouterais à cela une, une réflexion pour montrer à quel point la phénoménologie, la tradition philosophique peut être mobilisée. Je pense aux travaux de Paul Ricoeur
tous les travaux de Paul Ricoeur, depuis le volontaire et l'involontaire, qui est sa thèse dans les années 50, jusqu'à Parcours de la reconnaissance, la mémoire, l'histoire, l'oubli, et bien sûr, Soi-même comme un autre, soi-même comme un autre. Ça veut dire soi-même comme un autre, c'est toujours cette même idée que euh, on ne peut plus continuer de penser, quand on est dans la dimension ontologique, on ne peut plus penser cette idée d'un sujet qui serait entièrement uni autour de lui-même et de son consentement et de son engagement et sa capacité à contractualiser. Non, il est divisé. C'est un sujet divisé, ce qu'évoque l'idée d'ailleurs euh, du mot allemand Urteil, le partage originaire, la division originaire qui va donner Ordalie en français, c'est-à-dire qui est quand même une forme de justice, la première des formes de justice. Donc, cette perception de la justice comme un moment de division et de réunion. C'est ça ce que dit cette perception de l'intime, c'est-à-dire nous sommes, nous sommes dans des relations originaires comme la politique, comme dans les relations amoureuses, avec des partenaires qui sont indispensables à notre épanouissement. L'homme est un animal politique, il ne peut accéder à lui-même, il ne peut réaliser son humanité que dans la politique. Il ne peut trouver la plénitude de lui-même que dans l'amour, entendu au sens, bien sûr, au sens philosophique. Hein. Et on pourrait continuer, s'agissant de ce qui m'intéresse en ce moment, sur le sacré, sur, les violences sexuelles dans l'Église, qui est une faillite majeure du sacré et de la religion, mais qu'on ne peut pas résoudre en disant, bah oui, on a trouvé la solution, c'est qu'il faut supprimer l'Église, plus de religion, plus de sacré. Le problème, c'est le sacré. Ben non, le sacré est une dimension, au même titre que la politique et que l'autre pour les relations amoureuses. Si je vais jusqu'au terrain de l'inceste, l'inceste, c'est un père qui souille sa descendance et qui est dans un rapport de commerce sexuel avec une relation nécessairement asymétrique, qui est la place du père, et qui est dans une place qui n'est pas échangeable avec sa descendance. Et donc, il y a un effondrement de l'ordre généalogique, comme il y a un effondrement du rapport amoureux dans le viol, comme il y a un effondrement de la politique dans le crime contre l'humanité, comme il y a un effondrement du sacré dans l'utilisation stratégique d'un discours théologique pour abuser de l'autre. Alors, à chaque fois, il y a une problématique commune, c'est que, oui, mais euh, on ne peut pas, on ne peut pas grandir, on ne peut pas devenir un homme en dehors d'une relation de parentalité, en dehors d'une éducation. Donc, à chaque fois, la justice traditionnelle est mise en échec. C'est ça la grande expérience de la destruction et de la destructivité. Elle est mise en échec par la découverte qu'il y a des types de relations qui sont les plus fondamentales, euh, dans lesquelles l'alternative de la séparation, eh bien, conduit à une impasse, parce qu'elle conduit à la mort. Donc, il y aura en quelque sorte deux chemins pour la mort sociale, la mort amoureuse, la mort à soi. C'est celle du crime ou celle du rejet radical de l'autre. Et donc, pour aller rapidement, parce que je pourrais développer cette dimension de l'être, une justice de l'être, une justice qui prend en considération cette dimension de l'être. Et donc, qu'est-ce que c'est que... Il y a la coexistence, pour le dire de manière un peu
un peu rapide et philosophique, il y a deux originaires dans les relations sociales. Il y a un originaire épistémologique, c'est celui du droit actuel celui de la science, c'est-à-dire celui qui va évaluer les relations par une relation de contraste afin d'établir une légitimité d'une pratique ou d'un acte. C'est l'originaire épistémologique. Jusqu'ici, c'est le droit par la qualification, la nomination du réel, et puis qui doit conduire à une solution ou de la science ou du numérique, etc. Mais à cet originaire épistémologique, il y a un autre originaire qui est l'originaire ontologique. Qu'est-ce que c'est que l'originaire ontologique? C'est l'expérience d'une dépendance. D'une dépendance. À partir du moment où je suis un corps, il y a un moment de ma vie que je ne peux pas connaître, celui de ma naissance, et il y a un moment que je ne peux pas connaître non plus, celui de ma mort. Hein, pour faire court, avoir un corps, c'est faire l'expérience d'une limite, sans parler de la limite de son corps, de ses pulsions, de la maladie, de son caractère, de l'inconscient, bien sûr. Donc, c'est une expérience de la dépendance. Et trouver une justice à partir de ce double ontologique, de ce double originaire ontologique et épistémologique, ça veut dire qu'il va falloir trouver une théorie de la justice, une pratique de la justice, une pratique démocratique de la justice. Et au cœur de cette tension et au cœur de cette dépendance également. Et je dirais que la piste est à chercher du côté, du côté de penser la démocratie et la justice au cœur même de l'acte d'institution, hein, pour ne pas les résumer les résumer à une simple domination. Ça veut dire que penser le droit à la justice, la démocratie, au cœur de cet acte d'institution. Dans le fond, la promesse de la justice restaurative, la revendication de MeToo aujourd'hui, la perspective de la libération d'un peuple opprimé, elle passe toute par la revendication, la perspective de devenir auteur de sa propre destinée. Et avant de figer cette destinée dans des textes de loi ou de constitution, elle concerne bien la théorie de l'être. Alors, je dirais que la justice se trouve au cœur de trois dimensions qui sont indissociables. Une dimension d'institution du sujet parlant, du sujet qui est poussé par un désir d'être, par une affirmation originaire de lui-même, qui est un acte qui précède toute autre chose. Hein, je pense à la tradition spinoziste du conatus, mais aussi de Jean Nabert, de Ricoeur, c'est-à-dire l'affirmation originaire. Une affirmation originaire qui va se réaliser par une attestation de soi, par un acte, par une attestation de soi qui va donner le sens, à mon avis, profond du témoignage aujourd'hui. Nous sommes dans une démocratie du témoignage. Les réseaux sociaux, qui n'ont pas toutes les tares, elles commencent, les réseaux sociaux commencent par la possibilité donnée d'attestation de soi et d'attestation solitaire de soi, une attestation avant même un acte d'interlocution. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui dans ce que donne la possibilité de Facebook ou MeToo. Hein, moi aussi, je m'agrège, et moi aussi, mais moi aussi est un acte de langage
unilatérale dans un premier temps. Donc, une constitution de soi, une constitution du sujet, est une constitution qui doit passer à un moment ou à un autre par un acte symbolique, et notamment le langage. Deuxième dimension, c'est cette figure de l'interlocution. On passe de l'attestation à la reconnaissance mutuelle. L'acte de justice comme ce qui réunit dans un même espace. Alors, je pourrais développer parce que ce serait extrêmement long, mais c'est aussi extrêmement important. L'espace comme non seulement la condition de réalisation de la justice, mais comme le lieu même de réalisation de la justice. L'espace comme ce qui réunit ensemble en assignant une place à chacun. Ce qui dispose, hein, vous vous souvenez de ce que je disais sur le numérique et la déspatialisation. On est déjà sorti d'une perspective de justice lorsque finalement l'expression de soi ne passe plus par aucune contrainte spatiale. La justice est une contrainte spatiale. Le fait de comparaître à moi, hein, c'est une expression très forte de Ricoeur, bon, on retrouve chez Lévinas, hein, la justice commence par une comparition à moi-même, soi-même comme un autre. Soi-même comme un autre, pour reprendre l'expression de... Et donc, l'acte de langage, c'est il atteint sa maturité et sa socialité et sa justiciabilité lorsque il est en situation d'interlocution. Il y a un dégagement formidable de Castoriadis sur l'interlocution. Et tout cela n'est possible, donc la constitution du sujet, l'interlocution, que si c'est sous-tendu par un projet politique. Et là, j'en reviens au moment que nous vivons, et c'est par là que je terminerai, un projet politique. Le projet politique, c'est d'abord de conférer cette dignité à l'interlocution. Dignité qui est celle de la délibération, celle de la justice, celle de la confrontation qui est cet acte de séparation et de réunion en même temps. De séparation et de réunion. Paul Tillich insiste beaucoup là-dessus. Et ça veut dire que l'interlocution, seule l'interlocution permettra de se dégager d'un ordre social. L'ordre social est nécessairement hiérarchique, comme je le disais, et on ne peut s'en émanciper que par l'interlocution, par une interlocution qui est entièrement portée, validée par un projet politique, et un projet politique profond, au-delà des institutions, là aussi, qui est le projet politique d'accorder la pleine dignité d'interlocuteur à tous, du petit enfant à l'autre, à l'étranger, aux migrants, aux ex-colonisés, aux anciens esclaves, aux Indiens, etc. Et donc, ça veut dire qu'on reconnaît par l'interlocution et par ce caractère indissociable, vous voyez, d'un acte de langage, d'une conception du sujet, d'un projet politique, de rendre possible une créativité de l'individu. Une créativité de l'individu et une créativité de la rencontre entre les individus. C'est-à-dire qu'au cœur même du processus de représentation, la démocratie leur confère une place, la capacité d'être auteur d'un acte de justice. Je pense que c'est là la vérité de la justice restaurative ou de la justice transitionnelle, c'est qu'il y a une justice dans l'espace, par l'acte d'interlocution, avant même la peine ou avant même la solution, la décision de justice. Il y a,
le formalisme positiviste du droit est quelque part solutionniste. Il cherche des solutions. Et ce que cherche la démocratie en deçà même de sa forme, de ses formes, eh bien, c'est de porter à pleine existence chacun d'entre nous. C'est un projet politique en soi. Et donc, ça reconnaît une créativité, la capacité d'être auteur, la capacité de s'instituer soi-même autrement que de manière solipsiste ou exclusivement subjectiviste qui est vouée à l'échec et qui est d'ailleurs une des apories de notre temps. Ça veut dire que la justice elle-même est considérée d'un point de vue historique. Euh, historique, c'est-à-dire que ce qu'on retrouve dans la justice transitionnelle, ce qu'on retrouve dans les rapports entre couples, entre sexes, les rapports du couple, pardon, ou dans les rapports familiaux, ou dans les rapports religieux. C'est cette historicité qui fait que il y a une représentation, dans le fond, d'une justice associée associée à l'actualisation d'un pacte originaire. Un pacte originaire avec soi, le rapport entre la mêmeté et l'ipséité, un pacte originaire entre les nations, la nation française et les promesses faites à elle-même par la Révolution, aussi par l'Ancien Régime, par son histoire, et son histoire qu'il faut actualiser pour la transformer. C'est vrai d'un rapport entre couples, entre membres d'un couple, entre partenaires amoureux. C'est ce que dit Irène Théry en disant on est passé d'un couple qui était répondre à des canons sociaux, en gros le mariage bourgeois, à un couple conversation, à un consentement conversation. Un consentement conversation, c'est-à-dire un consentement qui a une historicité, qui a ses parts de destruction et qui a sa part de créativité et qui doit permettre à la créativité de l'emporter. Est-ce que ce n'est pas là un projet politique? Est-ce que ce n'est pas là une réponse aux apories de notre temps, à notre moment démocratique? Je le pense. Je pense que c'est une direction qui est prometteuse et c'est celle que j'explore en ce moment. Et ça veut dire que après être retourné en Grèce ancienne, Diké, Techné, la Renaissance, la Révolution, qui nous ont constitués tels que nous sommes aujourd'hui, eh bien, cette historicité fait que les rapports entre l'être et l'avoir, le rapport entre le positivisme, les règles et l'esprit de ces règles et l'esprit des institutions, ce qui fait qu'une société n'est pas une simple addition d'unités, hein, ce que pensait Margaret Thatcher. I do not know such a thing as society. Je ne sais même pas ce que c'est une société, disait-elle. Une société, c'est une agrégation d'individus qui sont gouvernés par leur recherche d'intérêt. Bien non. La justice, c'est la société est quelque chose d'institué. Et donc, aujourd'hui, peut-être que les rapports, le sujet qui n'a jamais été aussi libre profondément dans sa promesse, dans la promesse qu'on lui fait à travers l'universalisme des droits de l'homme, bon, et toutes leurs imperfections. Il reste à le concrétiser, cet être juridique abstrait, cet être à qui on a beaucoup promis, mais on a peu donné jusqu'ici. Est-ce que cette manière de reprendre la question par une anthropologie philosophique de nos rapports contemporains nous amènerait à dire oui, nous avons eu besoin à un moment de nous tout miser sur les formes du droit, sur des règles instrumentales pour garantir
la justice en nous éloignant des questions comme le droit naturel, comme Dieu, comme le cosmos, ou comme cette justice un peu mystérieuse et dans le fond très oppressive. Non, le droit a été un instrument de libération en tant que raison instrumentale, il doit le rester, mais il faut l'enrichir d'une réflexion plus ontologique pour retrouver la totalité de l'expérience humaine. Et je terminerai sur un point, parce que c'est un point comment dirais-je, d'incompréhension. On n'est pas les rapports entre l'être et l'avoir, sur le plan de la justice, ne sont pas dans un jeu à somme nulle. Ce qui serait redonné à l'être serait pris à l'avoir. Pas du tout, au contraire. C'est l'expérience, c'est que la justice, une expérience pleine de justice, est une expérience qui passe par le respect scrupuleux et absolu des règles de procédure et de garantie des libertés que nous avons chèrement conquis au fil des années, des siècles et des millénaires, mais de l'enrichir par une perspective plus profonde qui redonne aux gens condition d'avoir confiance dans l'être, et dans leur être, et dans l'être collectif, et dans la continuité de l'être individuel et de l'être collectif, de lui donner aujourd'hui, dans notre modernité tardive, de lui redonner la capacité de créer. Hein. Il y a l'homme des droits de l'homme, et il y a l'homme créateur de lui-même, et il y a la cité politique créatrice de son destin, mais dans l'histoire. Merci beaucoup.